Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Kutkovitch. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, directeur général de bienprévoir.fr. Et on va parler de nos retraités et de nos retraités qui parfois choisissent d'aller voir sous d'autres cieux si l'herbier est plus agréable pour la retraite. On parle beaucoup du Portugal, de la Thaïlande, du Maroc, du Luxembourg. C'est vraiment attractif de s'expatrier à la retraite ? Apparemment, semble-t-il, 1 million de Français retraités expatriés actuellement. C'est un doublement en 5 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, on est interrogé tous les jours par des Français, souvent jeunes retraités, qui envisagent différentes solutions, différentes pistes pour s'expatrier. Et vous allez voir un petit peu ce qu'ils doivent analyser avant. La capitale des retraités, c'est l'étranger. C'est à l'étranger. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et le Portugal tient le haut du pavé actuellement et il y a des sujets. Alors justement, quand on a cette petite idée qui arrive en tête et qui commence à y trotter, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question ? Comment est-ce qu'on doit envisager, préparer le départ ? Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte ? Il y a énormément de critères et vous attendez probablement qu'en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, on va d'abord regarder des aspects fiscaux, économiques, mais en fait, je pense qu'il faut d'abord regarder le confort de vie, la qualité de vie, mais également, surtout, anticiper éventuellement des problèmes la gestion de la santé. Une fois qu'on est sur place à l'étranger, et souvent, en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont pris une décision un peu peut-être à l'emporte-pièce, en fonction d'un sentiment de bien-être. Ils ont envie d'aller vivre dans telle ville, dans tel pays parce qu'ils y ont vécu pour des vacances. Et en fait, lorsqu'il s'agit d'avoir à faire face à des problèmes de santé ou à des questions de confort de la vie quotidienne, parfois les choses se corsent. Donc moi, je dirais que la première chose à faire, c'est d'abord regarder son bien-être, l'infrastructure de santé. Est-ce qu'il y a des conventions donc sociales pas tout de suite prendre le bout fiscal ou revenu de la lorgnette. D'abord, je dirais que c'est le troisième sujet. Le cadre de vie. Au moins. Voilà, le cadre de vie. Bon. Et je dirais que pour ça, il y a notamment un site internet qui est absolument fabuleux, qu'il faut consulter avant d'aller. C'est rare que je fasse la publicité pour un site internet différent du mien, mais je dirais que c'est absolument intéressant d'aller voir ce site-là qui récolte en fait 8500 comparaisons de qualité de vie, de coût de la vie, de conditions de sécurité entre 8500 villes dans le monde. Ce site, c'est numbo.com. C'est un site qui n'est pas français, mais qui est très bien fait et qui regarde absolument tout, y compris les enjeux de sécurité. Bon, le cadre de vie, il passe aussi par le logement, j'imagine. C'est effectivement le deuxième point, c'est l'immobilier. Donc en général, quand on regarde en fait l'économie qu'on peut faire en termes de coût de la vie, le principal poste va être l'immobilier. Donc l'immobilier, il faut regarder pas seulement l'aspect économique, pas seulement l'aspect prix au mètre carré, mais regarder aussi s'attendre à avoir éventuellement un plus ou un moins en termes de qualité d'immobilier par rapport à ce qu'on connaît en France. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs visites et regarder pas seulement le prix, mais regarder également la qualité, les problématiques qui peuvent apparaître, parler avec des gens qui sont déjà sur place pour se faire une idée des problèmes qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un achat immobilier, par exemple, à l'étranger. Bon, donc là, on est vraiment dans le cadre de vie. Effectivement, vous l'avez souligné, la santé, l'immobilier, la sécurité. Enfin, voilà. Ensuite, la sécurité, c'est essentiel. Inévitablement, on parle fiscalité. Et là, il faut le prendre au sens le plus large. Il n'y a pas que à se dire, tiens, ma rente va être défiscalisée, je vais pouvoir économiser sur ma retraite. Exactement, c'est la partie sur laquelle il faut faire un maximum de vérification. Sur la première partie, on essaie de comparer les aspects coût de la vie, etc., de l'immobilier. Dans le cas de la fiscalité, il faut vérifier un certain nombre de choses. Il ne faut pas considérer que ce qui a été vu sur un site internet suffit à me concerner, suffit à régler ma situation fiscale. Et je pense que souvent, il faut se rapprocher de professionnels, par exemple de fiscalistes, qui pourront faire une étude particulière en fonction de votre cas particulier. Et donc, sur les aspects fiscaux, il faut vérifier déjà, la première chose qu'on vérifie, est-ce qu'il existe une convention de non-double imposition entre la France et le pays de destination. Les pays principaux qu'on évoque, qui sont le Portugal, le Maroc, la Thaïlande, ont une convention de non-double imposition entre la France et ces pays-là. Mais... Et notamment le Portugal, qui est une des toutes premières destinations. On était l'autre jour avec une représentante justement de cette volonté d'aller au Portugal et qui nous disait qu'elle venait d'être re-signée, remise à jour
cette convention fiscale. Tout à fait. Donc ça, il faut évidemment observer ça. Toutes les conventions ne se ressemblent pas. Il y a des champs qui sont exclus dans certaines conventions, d'autres qui sont inclus. Et donc, il faut une étude particulière. Moi, je dirais aussi qu'aujourd'hui, et notamment quand on parle du Portugal, vous l'avez certainement abordé, il y a un régime aujourd'hui qui fait presque aimant pour les retraités français. C'est le régime des résidents non habituels au Portugal et qui a pour vocation, en tout cas c'est ce qu'on pensait au début, à permettre d'être exonéré complètement d'imposition pendant 10 ans. Donc c'était un régime qui avait pour objectif d'attirer vraiment les retraités. Et en fait aujourd'hui la France considère et retoque en fait les Français qui se sont installés là-bas. Parfois, c'est douloureux parce qu'en fait, il y a un rappel d'impôt auquel il faut faire face. La France, en général, n'accepte pas qu'on puisse s'expatrier et échapper complètement à l'imposition. L'impôt zéro, ce qu'on appelle le free lunch, n'existe pas. Donc, il faut être très vigilant là-dessus et ne pas être séduit uniquement par ça. Et en tout cas, vérifier précisément ce que ces textes disent. Et il n'y a pas que le Portugal. Il y a d'autres pays qui ont mis en place des régimes de ce type-là. Ça, c'est presque, j'ai envie de dire, pour le quotidien, mais il faut aussi penser à la succession, aux donations, enfin bref, à tous les autres pans, finalement, de notre fiscalité. Bien sûr, l'IFI, par exemple, c'est un élément essentiel. L'impôt sur la fortune immobilière, il faut avoir en tête que tout ce que vous détenez en France, pour résumer, sera fiscalisé. Reste imposable. Reste imposable à l'IFI, donc à l'impôt sur la fortune immobilière. Certains qui étaient expatriés avant la réforme de l'ISF en IFI avaient l'habitude de payer une facture ISF un peu moindre que s'ils étaient restés en France. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se passe, puisqu'il y a eu, dans les détails de la refonte de l'ISF en IFI, quelques dispositions qui font qu'aujourd'hui, en étant à l'étranger, souvent, les expatriés retraités notamment payent plus d'IFI qu'ils ne payaient d'ISF si on exclut la partie produits financiers qui était déjà exclus de l'ISF pour les expatriés à l'époque. Bon. Donc voilà, et petite attention là-dessus. Sur la partie transmission, en général, c'est la transmission, les règles de transmission françaises qui s'appliquent si, par exemple, vos héritiers sont situés en France. Le seul cas où, dans un pays où il n'y a pas de droit de transmission, vos héritiers n'auraient pas de droit de transmission à payer également, c'est si eux-mêmes étaient expatriés dans un pays ou dans le même pays. Donc en fait, c'est un cas assez rare. Voilà donc pour les questions fiscales. Vous parliez des conventions. Il y a un petit cas spécifique avec le Luxembourg. Le Luxembourg vient de signer avec la France en mars 2018 une nouvelle convention. Ce qui est notable dans cette nouvelle convention, c'est notamment le fait que il y a des dispositions qui permettent pour les détenteurs d'immobilier en France à travers des sociétés de réduire fortement leur exposition à l'impôt sur la fortune immobilière. Je dirais qu'il ne faut pas confondre ça avec le fait de détenir un contrat d'assurance vie luxembourgeois, et c'est complètement autre chose. Et je dirais que ça, c'est très intéressant, notamment pour les gens qui s'expatrient, parce que le contrat d'assurance vie luxembourgeois est un contrat qui est une sorte de... on parle beaucoup de sac à dos, c'est sac à dos de l'épargne, si vous voulez. Quel que soit le pays dans lequel vous allez, le contrat d'assurance vie luxembourgeois... On peut poser son sac à dos. Voilà. Il a une forme de transparence fiscale, et c'est parfaitement intéressant pour les personnes qui vont s'expatrier et qui vont éviter de ce fait-là une éventuelle double imposition sur un contrat d'assurance vie de droit français. Là, il risque d'y avoir une double imposition entre le pays de destination et la France. Ce n'est pas le cas avec le contrat d'assurance vie Luxembourg, fiscalisé en France par contre. Quelques clés signées Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir.